Merci. Donc, on a aujourd'hui Alizé et Hélène qui arrivent de deux espaces différents pour travailler un des points qui a émergé lors de la première session sur la question de la mutualisation. C'est de se dire que comment la plupart des structures qui étaient autour de la table et qui travaillent sur les questions d'égalité de genre, qui étaient dans ces premières sessions d'échange, avaient pour trait commun souvent soit faible ressources financières, en tout cas une forme de précarité et pas énormément d'équipes derrière. Donc se pose la question de comment on peut mutualiser entre peut-être plusieurs structures françaises, que ça soit du temps de travail, des équipes, des compétences, une partie des projets pour rentrer en coopération européenne. En tout cas, quels sont les modèles, quel est l'existant, qu'est-ce que ça a comme implication administrative, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication sur la vie de l'équipe. Et donc voilà, pour réfléchir à ces questions, Alizé de la Fabrique des Impossibles et Hélène de la Grainerie. Peut-être que on peut commencer avec Alizé si ça te convient. Présenter d'abord un petit peu la Fabrique des Impossibles et puis après on ouvrira aux questions. Eh ben, bonjour à toutes. Du coup, je suis Alizée, donc moi je suis coordinatrice générale de l'association La Fabrique des Impossibles. C'est une association qui existe depuis maintenant 15 ans, qui est basée à l'Île-Saint-Denis. Et nous, on a pour objet de faire de la coordination de projets culturels participatifs en espace public dans les quartiers politiques de la ville, donc quartiers populaires, enfin avec des sélections par l'État au niveau du revenu par habitant en général et sur d'autres problématiques. Du coup, on accompagne aussi les transformations urbaines de ces quartiers-là. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en réseau des habitants, des acteurs du territoire et des artistes pour répondre à des problématiques qui sont plurielles sur ces territoires. Donc nous, on entend par projet culturel vraiment une définition qui va dans le sens des droits culturels, donc avec l'acceptation que la culture est tout ce qui peut traverser la vie des gens. Donc on va avoir des projets où on construit par exemple des récupérateurs d'eau de pluie, des projets autour de la question de l'alimentation, des projets après, avec des médiums culturels plus classiques comme le théâtre, l'écriture, la photo. Donc, on essaye vraiment d'adapter en fonction du besoin des habitants et des diagnostics de territoire qu'on fait en amont et des artistes qu'on connaît, qui travaillent sur le territoire. Nous, on est donc en Seine-Saint-Denis, donc avec beaucoup de problématiques aussi sur ce territoire. Et l'idée, c'est aussi de faire travailler essentiellement des artistes ou acteurs, en tout cas culturels, du territoire de la Seine-Saint-Denis sur leur propre territoire et de pouvoir les mettre en lien avec des structures sociales aussi beaucoup. Du coup, on travaille aussi la question, ça renvoie un peu en effet à ce que disait Chloé, la question de l'habiter et de comment on habite des territoires populaires. Et l'idée, c'est aussi de poser la notion de revalorisation ou en tout cas de valorisation tout court des identités culturelles qui sont invisibilisées dans les territoires. Donc voilà, peut-être pour parler en termes d'équipe, donc on est une salariée à temps plein, c'est moi, et on a eu des contrats type CDD pour un autre poste salarié plusieurs fois dans l'association. C'est un poste salarié qui est pas à temps plein, qui est à temps partiel. Donc il y a une salariée à temps plein depuis maintenant 10 ans en CDI. Et après, en termes de structuration d'équipe, on a un conseil d'administration de 8 personnes, exclusivement féminin, qui n'était pas voulu au départ, mais qui l'est devenu. Et du coup, on réfléchit, on a des projets aussi qu'on porte à l'échelle européenne et on réfléchit à comment mutualiser en effet des compétences dans ce cadre-là, du fait de la taille de notre structure, puisque du coup, on est sur un budget annuel autour de 90 000 euros, donc avec aussi des problématiques de précarité à ce niveau-là, puisque tous les ans, nous, on fonctionne essentiellement par des subventions et des appels à projets, donc tous les ans, on remet un peu en jeu le modèle économique de la structure. Donc voilà pour la présentation. Sur les projets européens, peut-être pour préciser un petit peu cette échelle-là, on travaille depuis toujours avec des partenaires européens puisque l'association, quand elle a été fondée il y a 15 ans, elle a été fondée par des gens qui revenaient d'autres expériences dans des structures européennes associatives avec cette idée justement de poser la question de comment on habite ensemble dans des territoires populaires. À l'époque, l'association, elle était fondée autour de la question du périphérique, donc entre Saint-Ouen et Paris.
Et puis après, ça a un peu migré et on a un peu été décalé sur le territoire de Plaine Commune. Du coup, il y a toujours eu des partenariats européens dans la structure, qui étaient au départ pour beaucoup des partenariats plutôt d'amitié, de gens qui s'étaient liés d'amitié, donc des partenariats plutôt informels, avec des invitations sur des événements, voilà, des visites, des échanges de pratiques, mais qui étaient vraiment plutôt informels. Et en 2017-18, en 2018, on a eu un programme Erasmus de mobilité pour la formation des adultes. Donc, on a coopéré avec des acteurs de notre réseau et essentiellement du territoire Paris 18e et Saint-Ouen et Aubervilliers pour des mobilités avec des partenaires pour se former aux pratiques de nos partenaires européens. Et aujourd'hui, on fait partie d'un consortium d'associations qui essaye de se formaliser aussi autour de la question de la fête en espace public, puisqu'on porte un projet qui s'appelle Raymond Rue, qui est une restitution d'ateliers participatifs qu'on fait pendant 1 an et demi et qu'on restitue après en espace public sous format de fête participative. Donc, on fait partie de ce consortium-là et on a répondu aussi cette année, en effet, à un projet Europe Créative autour de la question de la fête en espace public et de comment on peut coproduire avec les habitants des formats de fête participative. Du coup, avec vraiment l'envie de poser la question de comment on mutualise aussi des compétences avec les habitants du territoire et comment on intègre les envies et les besoins des habitants dans nos projets et comment la fête est en fait aussi un espace support de participation habitante et de démocratie locale. Et au sein du projet Europe Créative du coup qu'on a déposé, se pose aussi la question de nos modèles à tous. Donc, on a des partenariats avec une équipe à Prague, une équipe en Italie à Bologne, 2 à Bruxelles, une à Thessalonique et des partenariats locaux, donc en Seine-Saint-Denis. Et on est des structures complètement différentes en termes de structuration économique et de nombre de salariés, enfin de force vive. Et du coup, se pose quand même la question pour toutes de la précarité de nos modèles et de la gouvernance de nos projets qu'on a essayé d'intégrer au dossier Europe Créative, donc on a déposé pour se dire comment on invente comment on peut inventer et soutenir ensemble, avoir des principes de solidarité qui soutiennent des modèles moins précaires et plus durables, que ce soit d'un point de vue à la fois écologique dans nos pratiques, mais aussi d'un point de vue de droit du travail, d'égalité aussi, voilà, tout ça. Et Est-ce- du coup, oui, tu voulais que je précise des choses peut-être? peut-être sur la question de l'articulation entre l'implication des partenaires européens et l'implication des partenaires locaux et comment, à la fois sur la question de la gouvernance et puis sur le montage de projets, même si c'est les choses sont allées. Oui. Du coup, nous, on fonctionne pareil, que ce soit pour les projets européens ou pour les projets contrats de ville, donc qui sont des échelles complètement différentes en termes de projets, dans le montage en tout cas des projets. L'idée, c'est vraiment de partir d'un diagnostic. Donc, sur le dossier Europe Créative, on a travaillé pendant plus d'1 an avec des réunions régulières avec nos partenaires en visio et en vrai, en participant à des temps collectifs pour écrire le dossier et faire émerger collectivement des sujets et penser en fait nos sujets. Donc, on est parti voilà, des problématiques qui nous lient et à la fois de cette envie de produire ensemble. Le dépôt, en tout cas, d'un dossier Europe Créative au début n'était pas forcément une finalité. Donc, l'idée, c'était plutôt vraiment comment on se met en réseau et naît l'envie de formaliser quelque chose et de faire atterrir nos réflexions et de tester et expérimenter des formes de travail collectif, d'où le dépôt du dossier aujourd'hui. Après, du coup, dans le montage de projet, nous, l'idée, c'est vraiment de co-concevoir ce projet-là, enfin tous les projets qu'on porte à la Fabrique des Impossibles, donc d'intégrer à la fois la parole des habitants, d'intégrer la parole des acteurs sociaux qu'on va mobiliser nous, sur nos projets, et aussi de partir de l'existant du territoire, donc de poser un diagnostic au préalable et se dire comment on répond à quelque chose qui existe déjà avant nous et qui existera certainement après, mais quelles pistes de réponse et de solutions on peut apporter. Ça, c'est vraiment pour éviter les déboires des fois de projets qu'on essaye de faire atterrir sur des territoires et notamment en Seine-Saint-Denis où il y a quand même pour beaucoup d'habitants une forme de violence par ailleurs de faire atterrir des projets culturels des fois qui sont complètement déconnectés
de leurs pratiques et de leurs endroits. Donc on essaie d'être précautionneux vis-à-vis de ça. Et l'idée, du coup, en termes de mutualisation de compétences et de travail avec nos partenaires, c'est vraiment de co-concevoir avec les artistes, nous, nos projets. Dans le cadre du dossier Europe Créative, l'idée, c'était de partir de l'existant des structures, donc des projets qu'on mène déjà au niveau local, pour se dire comment on fait exister un projet à l'échelle européenne. Donc nous, tout le dossier qu'on a déposé, en fait, est tous les temps forts et les temps de rencontre s'articulent autour des projets que chacune des structures mène par ailleurs. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on a des structures qui sont déjà précaires en termes de modèle économique et de force de travail. Enfin, on s'épuise déjà pas mal enfin, on épuise pas mal nos équipes salariées. Donc, comment on peut aussi être précautionneux vis-à-vis de ça sans rajouter des projets et en posant aussi la question de la petite échelle, nous, qui nous intéresse particulièrement, se dire on est des petites structures, donc on peut travailler des petites échelles qui pour autant sont tout aussi pertinentes que des fois des très gros impacts avec un nombre et un public très nombreux. Du coup, voilà, donc on a vraiment travaillé, nous, avec cette idée de faire atterrir les projets au niveau local avec l'existant des structures, de partir de cet existant-là pour faire émerger des relations entre les structures et partir des expériences de chacun. Et du coup, l'idée, c'était aussi de pouvoir monter, nous, à l'échelle du dossier Europe Créative, un comité de partenaires locaux. Donc, on a déjà fait vivre par ailleurs avec la formation Erasmus qu'on avait déposée, enfin qu'on avait obtenue en 2018. Donc, on est reparti de ces partenariats-là qu'on a entretenus par ailleurs sur des projets locaux, mais pour monter un comité de partenaires locaux qui permettent aussi de venir soutenir la production de projets au niveau local et du coup de faire vivre le projet européen par ailleurs. Donc, on est vraiment sur comment on échange en termes de pratiques et comment on monte des partenariats à l'échelle locale qui peuvent faire atterrir un projet européen après, à la suite. Donc, nous, on a vraiment fonctionné comme ça. On anime ce comité de partenaires local en amont du dépôt de dossier et avec, du coup, dans le dépôt de dossier aussi, l'idée d'animer ce comité à terme beaucoup plus, enfin, de façon beaucoup plus régulière aussi. Là, sur le dépôt du dossier européen, on a fait 5 réunions quand même avec nos partenaires locaux pour intégrer les compétences de chacun et se dire, en fait, comment, à partir de l'écosystème qui préexiste en Seine-Saint-Denis, on peut échanger et mutualiser des compétences qui permettent de faire atterrir ce projet européen, qui est une échelle des fois qui est beaucoup plus grosse que nos structures, dans le sens où, par exemple, on a des partenaires qui travaillent plutôt autour des questions de la musique, avec Ville et Musique du Monde, qui est une association à Aubervilliers, et où l'idée, c'était, certains de nos partenaires européens étaient intéressés sur les questions de production musicale dans la fête. Donc, c'est aussi comment on les intègre, nous, après, par des formes de solidarité financière dans le projet, pour faire exister des espaces d'échange de pratiques à cet endroit-là. Et pour autant, ne pas être, nous, à l'endroit de la fabrique des impossibles, en dehors de notre champ de compétences et se dire qu'on est bloqué, du coup, à ce niveau-là, sur le dépôt du dossier ou en tout cas les envies des uns et des autres dans le cadre du projet. Donc ça a été vraiment une façon de travailler. Ça avait déjà été le cas sur le projet Erasmus aussi, hein. On a toujours travaillé avec un comité de partenaires local sur les gros projets européens en tout cas. Et ensuite, à l'échelle de la gouvernance de la structure, donc moi j'ai coécrit le dossier avec une personne du CA, du conseil d'administration, qui était aussi impliquée dans la coécriture. Et par ailleurs, on fait vivre après, une fois qu'on a les réponses au dossier européen, des comités de suivi de projet où du coup, c'est une façon de faire, d'intégrer aussi des bénévoles qui pourraient être intéressés par les questions européennes et qui n'ont pas forcément envie de s'investir dans toute la vie de la structure associative parce que des fois, on n'a pas envie de ça. Et l'idée, c'est plutôt d'avoir un regard aussi habitant, bénévole, enfin en tout cas plus extérieur que celui de l'équipe salariée sur le déroulé du projet et de venir tester aussi à ces endroits-là comment on coproduit ces projets-là avec d'autres formes que juste une équipe salariée qui porte un projet préécrit. Et du coup, comment on peut réinventer aussi des espaces une fois que le projet atterrit et quels sont les endroits auxquels il faut faire attention et notamment sur comment on prend soin à la fois des partenaires mais à la fois aussi des habitants qui sont sur le territoire pour pas faire atterrir des projets qui sont complètement déconnectés de ce territoire-là. Du coup, voilà, nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné et qu'on fonctionne en tout cas en termes de gouvernance. C'est des choses qui existent aussi sur des projets locaux, hein, donc nous, c'est une pratique qu'on a par ailleurs
sur d'autres projets en lien avec des questions d'aménagement. On a aussi des comités de suivi de projet. On ne les fait pas exister que pour les projets européens, mais c'est une forme de gouvernance, en tout cas partagée, qui permet d'avoir un peu de recul aussi sur nos pratiques et parfois aussi d'aller trouver des compétences qu'on n'a pas forcément au sein de l'équipe salariée. Moi, je suis pas du tout artiste, je suis urbaniste de formation, donc j'ai un regard aussi sur plutôt le côté aménagement, le côté espace public. Parfois, j'ai pas de regard sur la direction artistique, donc c'est aussi comment on amène ces choses-là au sein de l'association. Et du coup, dans ces comités de suivi locaux, on mobilise aussi certains partenaires associatifs qui peuvent être intéressés par les questions européennes par ailleurs ou des questions d'aménagement, mais qui ne se lanceraient pas tout de suite tout seuls en tant que salarié d'association ou en tant que directeur de structure dans un dépôt de dossier. Et c'est une première entrée aussi sur comment on copilote ces endroits-là de projet et comment du coup après on peut faire atterrir aussi dans sa propre association un projet comme celui-là. Voilà. Peut-être deux questions. Une sur la budget pour donner concrètement un exemple budgétaire sur la répartition, tu vois, par exemple, sur le projet Petite Échelle que vous avez déposé, si jamais tu l'as en tête, sinon c'est pas grave. Et là, tu parlais sur le fait de continuer de nourrir en amont et de continuer à faire vivre le comité local. L'articulation avec tes partenaires européens, à quel moment ils ont été intégrés? Est-ce qu'ils continuent aussi? Oui, du coup, sur la répartition, alors je voudrais pas dire de bêtises sur la petite échelle, je l'ai pas pleinement en tête, mais l'idée sur nous, la structuration du dossier Europe Créative, c'était vraiment donc on est des structures très différentes. Nous, par exemple, on a écrit cet appel à projet en partenariat avec la Zineke, donc qui est une structure associative de Bruxelles où il y a 15 salariés et un budget d'1 million d'euros. Donc, ce qui est très différent de nous en termes d'échelle et de structuration, enfin, de modèle économique, de structure associative. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de penser le projet au moment du dépôt en termes de solidarité. Donc, nous, on a mis en chef de file sur le dossier Europe Créative des structures qui, par ailleurs, avaient besoin d'appui à la coproduction de leurs projets locaux pour qu'ils aient plus de financement à cet endroit-là. Et on a vraiment réfléchi des formes de solidarité sur comment on soutient les initiatives locales de chacune des structures et comment le projet européen peut vraiment être un endroit aussi de cofinancement de projets au niveau local. Nous, on a été du coup, enfin, c'est nous qui avons déposé la Fabrique des Impossibles et du coup, on est à l'endroit de la coordination du projet, tout en du coup faisant attention pour une bonne répartition, de se dire, nous, on a déjà cette partie coordination qui est une des grosses parties de ce dossier-là. Du coup, on n'a pas forcément besoin sur certains projets d'avoir des cofinancements par ailleurs pour produire ce qui existe déjà dans l'association. Donc, c'est plutôt comment on redistribue à des partenaires locaux qui, eux, pourraient avoir besoin de faire exister leur projet et comment, du coup, on vient soutenir ça. J'ai plus exactement en tête, mais l'idée, c'était vraiment par rapport au budget de chacune des associations, à la viabilité de chacune des structures, de faire très attention à quel est le temps de travail qu'on se donne par structure et qu'est-ce que ça demande comme effort aussi en termes de mobilisation des habitants. Enfin, tous les efforts que souvent dans les appels à projets, on ne comptabilise pas. Donc, qu'est-ce que ça a demandé comme effort aussi en termes d'écriture de dossier à la personne, en termes de mobilisation sur des heures de travail non rémunérées et en termes de production d'événements, qu'est-ce que ça demande et du coup, comment on répartit de façon solidaire. Et du coup, on se retrouve avec les plus grosses structures qui ont par ailleurs moins de budget que les plus petites. Et c'est vraiment dans cette logique aussi de créer des endroits de solidarité. On travaille, nous, avec l'Italie, où du coup, la structure associative qui est partenaire depuis longtemps de la Fabrique des Impossibles a depuis longtemps plus de subventions, puisqu'en Italie, c'est pas vraiment le fonctionnement. Et du coup, fait beaucoup de choses aussi au niveau bénévole. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire, on vient à cet endroit de complémentarité aussi au niveau financier. Du coup, voilà. Et je veux bien que tu me rappelles la première question. Mais c'était sur une articulation budgétaire du... C'est ça. Non, ça c'était ce que Oui, tu viens de dire, mais c'était si jamais il y avait plus de chiffres pour que ça soit concret pour les personnes oui, bien là. sûr. Et ici, l'autre volet, c'était plus l'implication des partenaires européens en amont et par la suite. Enfin, comment justement ce tissage entre l'échelle Ah oui, européenne et leur propre échelle locale, et toi ta propre échelle locale. oui. Est-ce que...
Du coup, nous, on a vraiment écrit, le dossier, comme un endroit de co-recherche avec les habitants et avec les partenaires dans chacune de nos pratiques qui existaient déjà. Donc ça permet déjà, de faire atterrir les projets au niveau local, sans créer un nouveau projet qu'on doit animer en plus. Et du coup, sur, l'animation du réseau européen, en fait, nous, ça fait longtemps, du coup, qu'on essaye de structurer ce réseau-là. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des échanges, au-delà de la visio, qui des fois est un peu limitante aussi, d'avoir des échanges de pratiques et en tout cas de pouvoir être en déplacement aussi sur certains des projets pour se rendre compte de la façon dont les partenaires travaillent. Et du coup, ça, on a complété en fait les dossiers Erasmus et le dossier Europe Créative avec des dossiers sur d'autres appels à projets plus contraignants, entre guillemets, et plus petits, comme le label Paris Europe, qui est un appel à projet de la ville de Paris, des demandes de subventions au niveau du département aussi de la Seine-Saint-Denis, qui permet en fait de créer du lien avec les partenaires sur des durées des fois intermédiaires. Enfin, ces temps d'attente de réponse de dossier, par exemple, où on se dit comment on anime le lien avec les partenaires européens. En fait, nous, on les fait venir sur nos événements. On va à leurs événements et l'idée, c'est comment on participe et du coup, on continue d'alimenter ce réseau-là sur des participations d'événements. Et quand je dis participer à des événements, c'est pas y aller en tant que public, c'est vraiment être à l'endroit aussi de la coproduction sur le moment de l'événement. Donc nous, les partenaires, par exemple, ils sont venus cette année sur Raymond Rue, qui est l'événement phare de l'association, pour animer des ateliers avec les habitants et du coup comprendre aussi les logiques de mobilisation d'habitants que nous, on peut avoir, qui sont des fois très différentes des leurs, pour se dire après comment, sur une échelle européenne, on réfléchit à ces endroits-là. Et du coup, peut-être pour revenir sur les budgets, en fait, ça me revient. Du coup, nous, on a déposé la petite échelle, donc 200 000 euros de financement. L'idée, c'était de réserver 30% de ce budget-là aux endroits de coproduction avec les habitants. Donc, on a vraiment misé sur le fait qu'on allait intégrer les habitants dans la démarche et on a proposé dans le dépôt du dossier d'avoir des comités habitants de coproduction de nos fêtes en espace public, donc avec des endroits très délimités aussi, parce qu'à un moment, il faut qu'on arrive à les animer. Mais par exemple, on a proposé de monter des comités autour des questions de musique, donc où les habitants seraient vraiment à l'endroit du choix et de la programmation musicale, donc ce qui demande un travail après au long cours aussi sur comment on mobilise les habitants sur ces questions-là, comment on fait vivre ce groupe de travail aussi habitant. Donc il y avait 30% du budget réservé aux endroits de coproduction. L'idée, c'était que chacun des partenaires du projet puisse avoir un endroit de coproduction qui soit pas le même forcément. Donc nous, on était à l'endroit de la fabrique sur des coproductions musicales. Il y avait des endroits plutôt de coproduction logistique et technique sur des structures, par exemple, qui fonctionnent plutôt avec du bénévolat et qui ont moins de régisseurs, enfin voilà, qui ont moins de techniques à ces endroits-là. Donc sur comment on peut inviter les habitants aussi à réfléchir aux questions techniques de coproduction. Et du coup, le reste du budget, c'est ce que je disais, était vraiment divisé sur des formes de solidarité. Je peux vous retrouver les chiffres exacts, normalement. Je peux avoir ça. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire comment les structures qui sont chefs de file peuvent être des structures aussi qu'on ne retrouverait pas forcément à ces endroits-là dans des dépôts classiques, mais qui sont des structures qui, pour faire exister leur projet, ont besoin d'argent, tout simplement. Merci Alizée. Est-ce Je que vais vous déjà trouver les chiffres. là, en attendant, si tu cherches, il y a des réactions, des questions, des besoins d'approfondissement sur certains points que Elisa a évoqués? Emma? Oui, Alizée, je voulais être bien sûre de comprendre ce que tu mettais derrière le mot coproduction. Est-ce que c'était vraiment de l'apport en cash, en argent pour des compagnies, des artistes professionnels? Et donc après, tu as expliqué qu'effectivement, c'était associer les habitants finalement à la programmation plus qu'à la coproduction. Voilà. Ouais, c'est les deux en fait. Du coup, nous, c'est vraiment. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que en fait, dans tous nos projets, on fonctionne comme ça. L'idée, c'est vraiment de penser la rémunération des artistes déjà. Enfin, on est à l'endroit vraiment de payer les gens. L'idée du projet européen, c'était aussi, et c'est pour ça qu'on est parti en fait sur les projets locaux qu'on anime. Nous, tous nos projets sont faits avec des artistes professionnels, donc tous les artistes sont rémunérés dans nos projets. On n'a pas de projet avec des artistes bénévoles. Et c'est aussi une façon, enfin, c'est aussi un vrai sujet politique qu'on veut défendre, nous, au sein de l'association et les autres structures aussi, sur comment on fait vivre ces endroits-là. Alors après, nous, on a un modèle économique qui nous le permet, et puis voilà, on essaie de le structurer en tout cas, mais
l'idée, c'est vraiment de faire vivre des compagnies d'artistes professionnels et ou amateurs, puisque l'idée, c'est pas forcément aussi de dire les amateurs n'ont pas besoin d'être payés ou rémunérés sur certaines prestations. Des fois, on peut être amateur et avoir besoin d'être rémunéré ou au moins défrayé. Donc, c'est aussi comment on fait vivre ces endroits-là. Et du coup, l'idée, c'est donc coproduction auprès des artistes, mais aussi d'intégrer en fait dans la conception du moment festif, ou en tout cas de la fête ou de l'événement, puisque du coup, je parle de fête, mais en fait, ça peut être des événements assez divers. Hein, on n'est pas que sur des formats de festival du tout. D'intégrer les habitants à cet endroit-là dans la conception, donc à la fois la programmation, mais aussi en amont dans comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on veut exactement, en fait, qu'est-ce qu'on envisage, qu'est-ce qu'on projette. Et nous, du coup, dans le projet, et c'est aussi, en fait, ça renvoie aux questions budgétaires, c'est du coup, on avait gardé 30% du budget pour ça, parce que l'idée, c'était aussi comment, du coup, si on investit les habitants, et notamment les habitants de quartiers populaires, à qui on demande beaucoup de participation, nous, dans nos endroits, comment on peut penser des rémunérations aussi pour eux, au-delà d'une participation à une vie démocratique locale qu'on espère tous, mais qui des fois est aussi limitante, parce que les gens ont aussi des réalités dans les quartiers où on travaille, qui des fois leur permettent pas de s'investir. Et la question de si on fait venir dans nos projets des gens qui sont dans des réalités financières très complexes et précaires, pourquoi nous, on n'est pas en mesure aussi, vu qu'on leur demande une part de travail, de les rémunérer pour ce qu'ils apportent aussi à la structure. Donc, c'est ce qu'on a essayé de poser dans le dossier. On croise les doigts pour l'instant. C'est le dossier, nous, c'est la première fois qu'on dépose un Europe Créative. Si on l'a pas cette année, l'idée, c'est de le redéposer en janvier prochain et de retravailler peut-être ce qu'on a pu moins faire cette année, la question des impacts, de pouvoir recibler sur les questions d'évaluation aussi, et repenser ces endroits de coproduction justement. Enfin, du coup, on a continué à faire vivre ce réseau européen, à aller sur d'autres structures aussi, et du coup, ça nous donne d'autres idées sur comment on structure les endroits de coproduction justement avec les habitants. Donc voilà, de pouvoir affiner tout ça. Mais du coup, c'est vraiment les deux endroits. À la fois, on coproduit comme des scènes nationales peuvent coproduire des spectacles, alors à notre échelle évidemment, mais on intègre aussi les habitants dans la conception en fait des projets, et du coup, on pense aussi leur rémunération. Alors, qui n'est pas forcément une rémunération. Enfin, l'idée, c'est aussi de partir de modèles existants et de se dire comment on peut expérimenter en France des modèles qui existent ailleurs, comme en Suisse sur le bénévolat où les bénévoles sont rémunérés. Enfin, voilà, c'est poser un peu ces enjeux-là aussi dans nos endroits de projet. Est-ce que vous avez vu une évolution justement du modèle économique de votre structure avec l'arrivée des fonds européens? Parce que ça, c'était une des questions qu'on a évoquées aussi il y a un mois. Ouais, bah oui, nous, ça a vraiment permis de structurer en fait aussi une dynamique au long cours qu'on arrivait difficilement à structurer. Enfin, c'est ce que je disais au début, c'était très informel les relations. Donc, ça tenait en fait aussi à la cofondatrice qui aujourd'hui est encore présidente de l'association, Mélanie, qui était amie avec les personnes. Et du coup, à partir du moment où la volonté s'est fait sentir aussi de partager plus techniquement des pratiques, enfin de creuser un peu sur un échange de pratiques. L'idée, c'était aussi de se dire les projets européens vont structurer nos modèles économiques. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de penser aujourd'hui, c'est comment, au vu, nous, on constate aujourd'hui une baisse accélérer des subventions locales sur nos projets. Du coup, c'est aussi comment les projets européens peuvent être des endroits de soutien des dynamiques locales qui existent et qui ont encore besoin d'exister. Et surtout, nous, ça nous a permis de structurer du coup des projets sur plusieurs années, ce qu'on n'arrivait pas du tout à faire avant. Donc, que ce soit échange de pratiques, formation, mais aussi de la production d'ateliers avec des habitants. Enfin, ça a vraiment permis de structurer ça, notamment en 2018 quand on a eu le projet Erasmus. Ça a structuré du coup un projet de mobilité, d'échange de pratiques, et du coup, ça a structuré aussi une forme de réseau qu'on a pu après animer beaucoup plus facilement par la suite. Et du coup, ça nous permet aujourd'hui d'arriver en fait à ce dépôt de dossier Europe Créative qu'on n'aurait pas forcément pu déposer à ce moment-là ou sans avoir eu ça, parce qu'en fait, en termes d'interconnaissance, c'était aussi essentiel, on s'en est rendu compte, de pouvoir échanger sur nos pratiques, de se connaître et de voir comment les gens travaillent avant de déposer ensemble un dossier. Vu qu'on est sur des réalités de vie différentes aussi de structure, hein, donc ça nous permet aussi de se rendre compte, est-ce qu'on partage nos valeurs politiques, est-ce qu'on partage des réalités qui ne soient pas forcément économiques, mais de rapport au travail, enfin voilà, plein de choses. Donc ça a vraiment permis de structurer ça. Et aujourd'hui, nous, les projets européens et notamment le dossier Europe Créative fait partie des réflexions, enfin aussi de diversification des modèles économiques.
parce que nous, du coup, c'est ce que je disais, on n'est que sur de la subvention ou de l'appel à projet. Donc, chaque année, plus ou moins, les postes sont remis en jeu et les projets le sont aussi. Donc, on a 2-3 projets maintenant structurants autour des questions d'aménagement qui permettent d'avoir une visibilité à 2 ans, mais on n'a pas plus qu'une visibilité à 2 ans non plus, quoi. Donc, voilà. Il y a d'autres questions pour Alizée? Annelise? Oui, je veux bien que tu reviennes, pardonne-moi parce que j'ai été interrompue par un autre truc et j'ai pas forcément bien écouté. Alors, je pense que tu en as parlé, mais sur comment tu as mobilisé, comment vous avez mobilisé les partenaires au démarrage et ensuite jusqu'au dépôt du projet. Alors nous, on s'est appuyé. Alors il y a eu plusieurs temps sur le démarrage. En fait, nous, on n'est pas parti de l'appel à projet Europe Créative. On est parti du réseau de partenaires pour se dire, on a envie de faire quelque chose ensemble et comment on peut le formaliser après dans un appel à projet. Donc on a un peu pris la chose à l'envers et l'idée c'était plutôt, en fait, on a remobilisé en sortie de Covid, nous, le réseau européen au niveau de la fabrique, en relançant des temps en visio et des temps d'échange parce qu'on sentait aussi qu'il y avait un besoin à ce moment-là juste d'échanger sur ce qu'on avait vécu aussi en termes de structure et de difficultés aussi de remobilisation des habitants, remobilisation des bénévoles. C'est des choses qu'on a tous rencontrées et du coup, on avait besoin d'échanger à ce niveau-là. Donc, en fait, on a relancé un comité où on se réunissait une fois par mois après Covid en visio avec des temps d'échange qu'on animait avec des thématiques. L'idée, c'était au niveau de ce comité-là aussi d'avoir, enfin, que nous, on soit pas juste à l'endroit de la coordination et que chacun puisse animer un temps différent. Donc, l'idée, c'était que chaque partenaire puisse prendre aussi son temps pour animer, pour partager son retour d'expérience, proposer une thématique et l'animer. Et du coup, on est parti de ça pour après se dire, OK, là, en fait, maintenant qu'on a partagé toutes nos expériences, maintenant qu'on s'est re-rencontrés, entre guillemets, puisque les équipes, entre-temps, aussi avaient changé pour certaines structures, et maintenant qu'on voit qu'on a des liens qui sont très forts dans nos projets, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, vers quel appel à projet on peut se tourner. Et en fait, nous, ça nous a vraiment permis, du coup, après, de se dire, OK, ben, on veut faire atterrir toutes ces réflexions sur les modèles économiques, la structuration de nos équipes, tout ce qu'on a pu se partager. Donc, on va répondre au projet Europe Créative de coopération. Et à partir de ce moment-là, du coup, quand on a décidé d'y répondre, c'était il y a plus d'un an maintenant. Déjà, on a regardé les calendriers, on s'est dit que c'était pas possible en termes de temporalité d'y répondre l'année dernière, donc on s'est rabattu sur janvier 2024. Et du coup, à partir de là, nous, à l'endroit de la fabrique, on a porté le dossier, on a décidé qu'on voulait porter ce dossier-là. Et du coup, on a animé une fois par mois un comité de co-construction du dossier et de co-conception du dossier avec les partenaires. Donc, l'idée, c'était vraiment de les inviter à réfléchir à toutes les thématiques et à co-concevoir avec nous le projet. Et ce qui a en fait permis aussi de faire en sorte que ce projet, enfin, au moment de l'écriture, on savait exactement où on voulait aller. Et la plupart des questions qui étaient posées dans le dossier, en fait, on les avait déjà posées ensemble avec les partenaires. Nous, dans nos partenariats, il y a des acteurs qui ont déjà répondu aussi à des dossiers européens hein, et qui sont très formés aussi sur les questions européennes, donc qui ont animé aussi des temps de formation pour les autres sur les questions européennes, sur comment on dépose un projet européen, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est attendu dans un dossier européen. Enfin, on est vraiment passé par toutes les étapes pour déposer en janvier. Et du coup, on a vraiment fait vivre ce comité comme ça, avec des réunions régulières. Et après, avec aussi des discussions très franches hein, sur qui est en mesure de porter quoi, qui ne peut pas porter certaines choses, qui est en galère financière cette année et aura besoin d'un soutien s'il veut participer au projet européen. Enfin, ça a été vraiment aussi, et ça, c'est parce qu'on se connaissait par ailleurs à la fois des échanges Erasmus qu'on avait pu avoir, à la fois nous, de tous les micro-projets sur lesquels on a greffé des partenaires européens qui sont venus voir comment on fonctionne, on a pu avoir ces discussions aussi très honnêtes sur nous, on ne pourra pas porter ça, nous, on ne sait pas faire ça. Enfin, ça permet aussi aux gens qui se connaissent, du coup, après, vraiment d'être très honnêtes là-dessus. Et nous, ça faisait partie aussi de nos envies dans ce dossier-là, de dire, en fait, l'idée, c'est pas juste de dire, nous, on est une super structure, on peut porter des dossiers européens et c'est génial, on peut tout faire. C'est aussi de partir de la réalité et de dire, bah, nous, en fait, cette année, on avait, par exemple, on a eu un partenaire qui était sur une refonte de l'ensemble de sa structuration au niveau des salariés. Bah, en fait, on l'a pas mis en chef de file parce qu'il savait pas qui pourrait porter potentiellement ou qui aurait envie dans son équipe salariée de porter toute une partie du dossier européen. Donc, on l'a plutôt mis en partenariat associé. Enfin,
ça a été des vraies discussions sur ça. Mais ça nous a pris 1 an et demi. Voilà. Et après, ce sur quoi j'avais échangé aussi avec Anne-Flavie, c'est que nous, souvent, ce qu'on remarque, c'est la difficulté aussi à ouvrir, parce que nous, l'enjeu, ça avait été d'ouvrir à des partenaires qu'on ne connaissait pas, parce qu'on était un peu Europe des 7, hein. On était Belgique, Italie, France. Voilà. Du coup, l'idée, c'était comment on ouvre aussi vers d'autres endroits au-delà de cette Europe un peu de l'Ouest. Et du coup, ça a été aussi d'ouvrir des réseaux par nos partenaires qui, en fait, avaient déjà d'autres structures, mais aussi de se tourner vers le département de la Seine-Saint-Denis et le relais pour intégrer des groupes de travail qui permettent de rencontrer des partenaires ou en tout cas des projets qui ressemblent de loin ou de près à ce qu'on fait ou qui posent les mêmes enjeux autrement. Et ça a pris, en fait, ça a été un travail qu'on a mené pendant le Covid beaucoup, donc pendant près de 2 ans hein, quand même. Sur comment on a envie de structurer un réseau européen. On sait qu'il faut qu'on sorte de notre micro-réseau qui est très restreint. Donc, on prend le temps en fait, d'aller rencontrer des gens aussi en amont et d'évaluer si on peut travailler ensemble ou pas. Hein. Et je pense que c'est là-dessus aussi où nous, on a essayé d'être très honnête avec nous-mêmes sur est-ce qu'on sent qu'on a envie d'aller avec ces personnes-là travailler ou pas. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Il y a d'autres réactions avant de laisser la parole à Hélène ou d'autres questions? Fanny? Oui, moi, je voulais te demander, du coup, donc sur ce projet de coopération-là, il n'y avait pas forcément l'enjeu de la mobilité. Les partenaires ne se déplaçaient pas forcément dans les initiatives de participation des habitants, ou si c'était dans le projet, c'est ça que je... C'est dans le projet aussi, mais c'est pas. En fait, on n'est pas parti de la mobilité comme sujet central, puisque pour nous, c'était plutôt comment on produit avec les habitants, donc comment on part du local. Du coup, la mobilité, c'était plutôt la valeur ajoutée en termes de formation pour les partenaires. Donc, de dire on va aller se former en allant voir les autres projets. Mais du coup, la mobilité, elle a été pensée sous forme de nécessité. Donc, c'était déjà pour des raisons écologiques, qui peut venir à quel endroit. Ça a été vraiment une vraie discussion aussi sur nous. L'idée, c'était de vraiment se dire qu'il n'y avait pas du tout de voyage en avion dans ce projet-là. Donc, en fait, si c'est pas possible de venir en moins de 2 jours, bah, en fait, on ne peut pas venir. Et c'est pas grave, on ne peut pas venir que pour ça, en tout cas. Parce que c'était aussi comment, en fait, on produit des initiatives durables. Et on s'est vite rendu compte que dans initiative durable, en fait, une fête en espace public peut pas être du coup le prétexte pour faire déplacer 4 personnes de Prague à Paris enfin en avion, ça marche pas. Du coup, ça a été aussi posé comme enjeu. Et du coup, c'était donc qui peut venir et qui doit venir au regard des endroits de formation pour la suite. Donc, en gros, l'idée, c'était, on part par exemple d'une fête à Prague, où on va former les habitants sur la question de régie logistique. En fait, la fois d'après, c'est un projet italien qui va porter les endroits de coproduction. Donc, c'est l'Italie qui va se déplacer en priorité. Et ensuite, les partenaires qui sont pas loin et qui ont ces enjeux-là peuvent venir aussi en fonction des budgets, évidemment, et en fonction de ce que ça amène dans les autres endroits au niveau local. Donc, ça a vraiment été pensé comme ça. C'était qu'est-ce qui est coproduit comme sujet avec les habitants, qui porte le sujet d'après, du coup, qui a besoin de se former à ces questions-là et qui est en mesure de manière durable de se déplacer. Merci. Peut-être juste avant de laisser la parole à Hélène, de rappeler, parce que tu parlais de la question des impacts, de ce qui est intéressant avec les projets qui sont proposés dans le cadre d'Europe créative, c'est qu'on s'intéresse à l'impact politique et social des actions à travers des expérimentations qui sont proposées par des collectifs européens. Donc, il n'est pas attendu de savoir exactement ce sur quoi va aboutir le projet. Par contre, c'est une confiance à des intuitions d'un ensemble de professionnels sur ce qui pourrait être transformé chez tel et tel groupe, telle et telle personne, que ce soit en termes de compétences, de prise de conscience, au cours de ce projet d'expérimentation. Donc, il y a une grande liberté qui est confiée aux porteurs et aux porteuses de projets sur quel est l'impact raisonnable qu'on peut attendre, mais en matière de transformation, pas impact forcément en termes de chiffres, mais c'est vraiment une notion de transformation, ce qui est intéressant et différent de ce qui est souvent demandé par les tutelles nationales. Hélène, est-ce que
tu veux bien prendre la suite avec la grainerie. Merci Alizée. Oui, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité à témoigner un petit peu dans cet atelier. J'espère que ça sera intéressant pour vous. Donc moi, je suis Hélène Métellier, je suis chargée de projets européens et internationaux à la grainerie. La grainerie, ça se situe à Balma, Toulouse. C'est une fabrique des arts du cirque. On est aussi scène conventionnée à récréation et également pôle européen de production du ministère de la Culture. Donc nous, on est un espace dédié à l'accompagnement des professionnels et professionnels de cirque contemporain. On a un gros volet voilà, sur l'accompagnement, ça va de la mise à disposition d'espaces d'entraînement pour l'entraînement au quotidien, pour la création, pour la diffusion du cirque, avec beaucoup d'activités de médiation et d'éducation artistique et culturelle qui viennent voilà, se développer sur cette fabrique, des activités autour de l'expérimentation avec le secteur privé aussi, des entreprises, un gros volet accompagnement avec une pépinière et ce qui fait désormais l'ADN, enfin, depuis longtemps l'ADN de la grainerie, c'est un gros volet de coopération internationale. Car depuis 2008, on est impliqué dans de nombreuses coopérations européennes et internationales, hein, puisque on va travailler avec des pays européens, mais aussi notamment en ce moment pas mal avec le Québec, le Brésil, voilà, d'autres au-delà des frontières européennes. Ces coopérations, elles sont toujours déployées dans vraiment un souci de faire filière, donc vraiment secteur, développer le secteur, la filière professionnelle au niveau local, régional, national et puis européen et transfrontalier. Enfin, voilà, on connecte un petit peu tous les niveaux pour développer cette filière euh, de façon assez large, quoi. Donc, depuis plus de 15 ans de la coopération internationale, de fait, la coopération européenne, c'est une question de mutualisation. Un projet, c'est quand même une mutualisation entre les partenaires. On est notre façon de travailler, c'est vraiment d'être dans une démarche coopérative de création du projet, de montage du projet, du dossier, et de travailler en complémentarité avec, voilà, avec les différents partenaires. On n'est pas sur des projets où chacun va avoir le même rôle, en fait, où on photocopie des activités qui vont avoir lieu de la même façon chez les différents partenaires. Donc, on est plutôt sur du sur-mesure à chaque fois. On a déjà fait enfin, voilà, beaucoup de projets sur différents programmes. L'ancêtre d'Europe Créative, qui était le programme culture de l'Union européenne. Sur Europe Créative, on est seulement partenaire de plusieurs projets. On va dire que la colonne vertébrale de nos coopérations européennes, ça va être les projets transfrontaliers. Donc, on est sur la zone transfrontalière France-Espagne. Donc, on est sur des interregs. Et actuellement, on a en route un projet qui s'appelle Éco-Pyrénées de Cirque, qui vise la transition écologique du secteur du cirque transfrontalier, avec différentes expérimentations autour de la mobilité spécifiquement, mais pas que. On développe beaucoup de choses avec le programme Erasmus+, et notamment un consortium de mobilité dont je vous parlerai peut-être plus précisément juste après. Toute cette démarche européenne, donc on a été très fiers parce qu'elle a donc été reconnue et récompensée par ce label de pôle européen de production du ministère de la Culture. Il y en a 13 ou 14 en France, on est le seul en cirque, donc voilà, on était très fiers. Et en fait, ces objectifs, en étant pôle européen de production, on a voilà, un projet, un certain nombre d'objectifs qui viennent voilà, s'imbriquer avec les objectifs de nos projets européens. On les a pas mal alignés.
Et on est sur des objectifs d'accompagnement des artistes dans leur parcours de création, de production, de mobilité internationale. On cherche aussi à favoriser le renouvellement des formes et des processus artistiques, le dialogue interprofessionnel au sein de la filière européenne. Ça, c'est aussi sur des questions de durabilité et pour accompagner en fait les artistes et les autres professionnels sur les changements de modèle économiques et écologiques qui s'opposent à nous, à tout le monde, et comment, voilà, comment également favoriser le réemploi des compétences et des pratiques pour pouvoir travailler ce changement de modèle, en fait. Et ça, on le développe avec un certain nombre d'activités, des laboratoires de dialogue interprofessionnel ou de recherche artistique, ou sur des questions d'échange de pratiques ou de pratiques d'innovation avec d'autres secteurs, des secteurs autres que le secteur culturel, des workshops, des ateliers, de la mise en réseau, voilà, tout un tas d'activités. En étant pôle européen de production, en fait, une de nos missions qui a été clairement identifiée par le ministère et puis aussi nos autres financeurs institutionnels, que sont voilà, la région Occitanie notamment, voilà, c'est d'assumer un rôle de tête de réseau, en fait, et ressources, parce que donc de toute cette expérience européenne, il a été vraiment mis en avant cette demande de pouvoir voilà, agir dans une dimension d'échange de bonnes pratiques avec d'autres secteurs, enfin d'autres structures, pour essayer de voilà, faire bénéficier un petit peu tous nos collègues de cette expérience et permettre qu'il y ait plus de projets européens que voilà, d'autres structures qu'on a autour de nous puissent être un peu mieux accompagnées, faciliter leur entrée dans ces projets-là. Donc, pour aider à se positionner en Europe, on a travaillé, et notamment donc via ce consortium Erasmus, à embarquer avec nous. D'une part, il y a des grosses structures qui sont voilà, des pôles cirques, pôles nationaux, qui sont des grosses structures, mais qui n'ont pas nécessairement développé beaucoup ces programmes européens. Et de notre côté, des acteurs plus fragiles qui n'ont pas la structuration, pas ou peu de structuration pour pouvoir mettre en route ce genre de mission. Et donc, dans ce consortium qu'on a appelé Cirque Occitanie Europe, on a effectivement, on est 8 acteurs du cirque, à la fois des compagnies comme la compagnie d'Elle qui, je crois, participe aux ateliers sur ces questions de mise en avant des programmes d'égalité dans la coopération. Et alors, donc c'est un partenariat, un consortium, donc 100% français, voire même 100% Occitanie, qui va réaliser des mobilités apprenantes en Europe. Et donc, nous, on est coordinateur, chef de file. Et en tant que coordinateur chef de file, de fait, on accompagne les partenaires du consortium dans la mise en place de leur mobilité. On les accompagne vers l'autonomie, c'est-à-dire qu'au départ, on les forme au processus administratif du programme européen et tout ce qu'il faut mettre en place pour réaliser les activités. Et petit à petit, voilà, ils s'envolent de leurs propres ailes, on va dire. Donc ça, c'est avec les partenaires. Et en fait, on se sert aussi de ce consortium pour pouvoir faire bénéficier à d'autres acteurs de ces mobilités, parce que donc les mobilités, elles sont réservées aux membres des structures, donc des personnels, mais dans notre cas, c'est aussi des artistes qui sont membres, qui sont adhérents de la structure et qui sont en lien
voilà, étroit avec nous. Et donc, on a mis aussi en place des modalités d'activité qui vont leur bénéficier. Et donc, là, c'est des structures qui vont même pas faire partie du consortium, ils ne sont pas partenaires, mais ils sont membres au titre de membres de la grainerie. Donc là, c'est notamment des activités de résidence apprenante. Donc, on va accompagner et aider des compagnies dans leur projet de résidence en Europe sur des questions de résidence apprenante. Et donc, en fait, c'est aussi une façon de valoriser un maximum ce qu'on fait lorsqu'on part en résidence artistique dans un autre pays européen. Et donc, évidemment, ce n'est pas une résidence où on va s'enfermer dans une black box, travailler son projet sans lien avec ce qui nous entoure, mais c'est une résidence où il va y avoir voilà, de réels échanges et rencontres avec la structure qui va accueillir pour apporter des connaissances sur le réseau, sur la structuration du secteur dans ce pays-là, dans cette région européenne. Ça va aussi être des résidences qui vont s'adresser vraiment à travailler, par exemple, des questions de traduction ou de traduction culturelle d'une œuvre, travailler sur des retours d'un public différent avec une autre perception de l'œuvre en cours qui va être présentée. Il y a souvent des présentations de fin de résidence, etc. Enfin voilà, en tout cas, c'est une modalité qui nous permet vraiment d'accompagner des artistes qu'on soutient à l'international. Et même si il y a des programmes tels qu'Erasmus qui sont relativement faciles d'accès, c'est quand même, voilà, on voit que c'est quand même énormément de travail et une technicité particulière que de présenter ces dossiers-là. Et on agit un petit peu, on fait un petit peu le raccourci pour et nos partenaires et nos bénéficiaires, on va dire. Voilà, peut-être aussi de dire que, alors il y a des questions un peu techniques, je ne sais pas si rentrer trop dans le détail de comment des ressources et comment on utilise ça, comment on fait pour mutualiser tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en étant notre particularité à nous, c'est quand même qu'en étant pôle européen de production et en ayant cette historique de coopération, ces projets nous permettent aussi de capter des cofinancements qui viennent aussi nous aider à pouvoir mener à bien ce rôle de coordination qui n'est pas entièrement couvert par les financements des projets européens. Il n'y a pas, dans Erasmus, il n'y a pas à proprement parler de ligne coordination. Hein. C'est vraiment donc, mais ce sont des leviers pour se trouver des cofinancements. Donc nous, évidemment, le cofinancement du pôle européen de production du ministère de la Culture. On cofinance aussi chaque mobilité ou dès qu'on peut les mobilités avec des fonds de l'Institut français, des instituts français, l'Institut à Paris, mais aussi les instituts dans les régions, les pays où on organise des activités. La région Occitanie nous cofinance également sur toutes nos activités européennes et internationales. Voilà pour un petit peu les grandes lignes de notre activité. Merci Hélène. Ce que je trouvais intéressant, c'est ce que tu disais, la question de la courroie vous permet aussi par votre expertise un rapprochement ou une fait qu'il y ait des artistes, des compagnies artistiques qui gravitent autour de vous, qui bénéficient des aides européennes et qui peuvent entrer en coopération. Et le fait de dire, est-ce que en fait, des structures comme la vôtre, elles pourraient essaimer en fait, dans d'autres thématiques, d'autres esthétiques, d'autres secteurs et en fait, à quel moment vous êtes passé d'un... Est-ce que le fait d'accompagner un ensemble de structures artistiques dans leur montée en coopération européenne, c'est quelque chose qui était là dès le départ à la grainerie? Ou est-ce qu'à un moment, ça a basculé? Et quel a été l'élément déclencheur si ça a basculé? Et quelles ont été les conditions qui ont permis de prendre ce rôle-là, en fait?
Alors, c'était pas exposé comme ça au départ. Au départ, c'était vraiment des projets pour accompagner le développement de la filière, dont la mise en réseau international, dont la, dont l'internationalisation, mais on le faisait plutôt de façon peut-être plus classique, et on continue à le faire hein, dans le cadre de projets où on va mettre des appels à projets artistiques qui vont aller dans le sens de la thématique du projet. Donc ça, c'est assez classique. Euh, c'est vraiment, je pense, c'est ce cadre Erasmus, en fait, et effectivement cette mission avérée voilà, qu'on nous a confiée de devoir entraîner un peu avec nous le reste de la filière. Euh, mais on va dire que le programme Erasmus s'y prête bien. En tout cas, la lecture qu'on a fait du programme Erasmus Plus et de ces opportunités a bien collé avec ce développement-là. Donc, si tu devais imaginer ce qui pourrait être les conditions favorables à l'émergence d'un équivalent de la grainerie, mais par exemple, je ne sais pas, dans le secteur des violences sexuelles, admettons qu'il y ait une structure qui soit... je regarde l'analyse, mais c'est involontaire. Une Qui sorte de est- filière comme ça, Voilà, un filière des violences sexuelles. filière En fait, TSS. il y a une volonté politique à un moment. Est-ce que c'est parce que, enfin voilà, d'arriver à décortiquer les... Euh, Bah, en tout cas, sur les questions de consortium et de collectifs qui peuvent travailler ensemble voilà, autour de mêmes objectifs et mêmes types d'activités identifiés pour arriver à des objectifs communs, je pense que c'est pas, enfin, voilà, il n'y a pas de secteur enfin, voilà, qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais effectivement, c'est qu'est-ce qu'on partage avec d'autres homologues et comment est-ce qu'on veut le construire à partir de là, j'imagine. Après, je, je connais pas la structuration au niveau du maillage des structures, égalité, voilà, donc j'ai pas, j'imagine qu'il y en a des plus importantes et plus assises que d'autres, et je saurais pas trop. C'est un peu difficile je pense que c'est plutôt à vous de pouvoir voir ce que vous pouvez, ce qui peut inspirer et parler à des fonctionnements, d'autres fonctionnements. Je ne sais pas trop répondre à cette question. Je pense que c'était la question de quelles sont les conditions d'émergence d'une structure comme la grainerie à d'autres endroits. En fait, quels sont un peu les points clés qui, à un moment, permettent d'avoir un pôle européen de production dans le cirque. Mais en fait, ça peut être un pôle européen dans d'autres sujets parce que je crois qu'il y a quelque chose qui peut être inspirant à d'autres endroits dans ce que fait et ce qu'accompagne la grainerie. Je vois qu'il y a que Emma voulait dire quelque chose. Oui, moi je me demandais si dans la conception du mot écologique que tu as employé sur votre projet transfrontalier France-Espagne, est-ce qu'il y avait la dimension de transformation sociale, donc d'empuissancement des habitants et des habitantes, et s'il y avait l'aspect écoféminisme au sens d'une conscience de convergence des luttes, même si ce n'est pas les bonnes terminologies intellectuelles, mais bref, de convergence complémentarité, pardon, plutôt, entre égalité des genres et respect des êtres humains et des communautés minoritaires sur Terre. Et je n'entendrai pas la réponse parce que je dois partir malheureusement à un autre rendez-vous. Mais Tanoé, Marc,
voilà, me fera part de la réponse. Merci beaucoup d'avance. Merci. Alors, absolument, tout le processus, notamment de préparation de ce projet éco, on a pas mal défriché ces questions et de liens. Parce que il y a aussi un volet effectivement de lien avec les populations sur le territoire au niveau pour déployer les projets artistiques différemment aussi notamment des phases de création et de recherche. Pendant la phase de préparation, on avait d'ailleurs fait intervenir une philosophe écoféministe espagnole dont là, le nom m'échappe tout de suite. Après, on a dû resserrer le projet, on va dire, par rapport à des questions de partenariat et de budget et donc du coup en, en coopération avec tous les partenaires. En plus, c'est un projet qu'on a présenté et on nous a demandé de le couper de 35% de budget, ce qui était énorme, sachant que c'est aussi 14 partenaires, voilà. Donc c'était des centaines de milliers d'euros en moins. Et donc le volet écoféministe a pris un petit coup dans l'aile. Voilà, pour le dire de façon donc là, en fait, la décision a aussi été prise de concentrer les moyens sur des choses plus classiques au niveau de la création et la question des mobilités. Mais en tout cas, toute cette réflexion et ces éléments, voilà, ils ont été euh, pas mal présents sur toute la préparation et donc voilà, ils imprègnent le projet, mais dans les actions, les activités, ça va pas. Euh, Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas très présent. Après, je pense que il sera mis en avant il y en a tout un volet de formation, donc de formation écologique, mais aussi de diversification des activités, etc. Et donc, on est en train de faire des programmes les référents un peu pédagogiques, donc l'écoféminisme est toujours quelque part et les liens liens sociaux. Mais c'est vrai que c'est pas un projet qui est orienté lien avec le vivant. En tout cas, c'est pas cette dimension-là de l'écologie qui est en premier plan. Et ça va être plutôt sur des questions vraiment le premier plan, c'est sur des questions de mobilité, sur un territoire qui est assez complexe au niveau de la mobilité, hein. Le France-Espagne, on a quand même les Pyrénées au milieu. Les transports public et lignes de train sont pas très, pas très intenses. Voilà. Donc on n'est pas sur des thématiques, on est plutôt sur de la mobilité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au projet de la grainerie, par rapport des envies de partage autres? Est-ce que dans votre collectif, dans les modes de fonctionnement, donc là vraiment dans les 7 qui sont sur le consortium dont tu parlais, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des méthodologies que vous avez peut-être, je ne sais pas depuis combien de temps le consortium est établi, mais en termes de méthodologie, de bonnes pratiques qui peuvent être intéressantes à partager, auxquelles tu penses peut-être? Alors, le consortium, il existe depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans. On a notamment, en fait, alors c'est un petit peu technique, mais
Voilà, il y a les financements Erasmus, certaines d'entre vous voilà, pratiquent déjà, donc ça fonctionne avec un système de forfait. Donc, à partir d'un certain nombre de mobilités, il y a un forfait qui va baisser. Donc, il faut aussi, il y a des pratiques de comment on se partage les mobilités. C'est chaque année, on fait une demande de mobilité pour toute l'année. Donc là, par exemple, c'était 200 mobilités pour 15 mois. Comment entre les partenaires on se les répartit et comment on se aussi répartit les coûts, les baisses de forfait qui interviennent à partir d'un certain nombre de mobilités. Bon, voilà, j'ai l'impression que c'est très très technique comme point, mais c'est aussi des choses qui rejoignent ce que disait aussi Alizé sur travailler à des choses un petit peu proportionnelles euh, aux, euh, aux capacités et aux possibilités des différents partenaires et d'essayer de les anticiper avec voilà, par aussi le biais de réunions de comités de pilotage assez réguliers pour pouvoir essayer d'identifier à l'avance euh, déjà les projets de mobilité de chacun et les difficultés éventuelles et là où il faut faire des arbitrages entre les projets, les envies des uns et des autres. Donc, c'est aussi des questions de suivi régulier et de mise en place d'espaces de partage et d'écoute des réalités des uns et des autres pour pouvoir, en tout cas en tant que coordinateur de projet, euh, être dans quelque chose d'assez partagé et dans la complémentarité et pas dans la, dans, comment dire, dans une direction de projet qui n'est pas voilà, qui avance seul et coûte que coûte, quoi. Est-ce que tu as à l'esprit des équivalents à la grainerie dans d'autres justement esthétiques ou disciplines en France ou ailleurs, enfin, ou en Europe d'ailleurs, est-ce que ce sont des modèles qu'on pourrait aller explorer Non, enfin, en tout cas, avec une structure, avec un tel développement européen international en connexion en articulation avec le reste de ces missions, de ces activités, j'ai un, je sais pas. Ok. Je suis curieuse aussi. Hmm. Et le programme d'Erasmus+, que vous avez mobilisé pour justement faire bénéficier ces mobilités à l'ensemble des artistes, c'est lequel? Si jamais, comme ça je peux le noter, puis s'il y en a certaines qui veulent aller regarder. Oui, c'est le clé 1 mobilité. Donc, c'est consortium accrédité. Nous, voilà, on dispose d'une accréditation Erasmus. Et donc, c'est un consortium accrédité de l'éducation des adultes. Sur le volet éducation des adultes, il y a aussi des modalités où, en fait, un acteur peut seul déposer ses projets de mobilité sur 15 mois avec des partenaires, enfin, c'est même pas des partenaires, enfin, en identifiant les mobilités européennes qu'ils souhaitent faire et identifier évidemment euh, un plan de formation, en fait, des besoins. Les besoins en termes d'apprentissage, de formation formelle, non formelle, c'est très ouvert sur des questions voilà, d'apprentissage en pair à pair, par l'expérience, la mobilité étant considérée comme une expérience de formation en tant que telle. Donc, sur ces volets clés 1, on n'a pas besoin, c'est pas un projet de coopération européen avec les partenaires européens, ça c'est le clé 2. Euh, le clé 1, c'est on est en France et on part en Europe. Ce qui est d'ailleurs assez, au départ, qui a été un peu difficile pour nous, parce qu'avec l'habitude des projets de coopération où on monte un partenariat européen avec des structures sur plusieurs années dans différents endroits européens,
Là, on est sur autre chose, c'est-à-dire qu'on est des partenaires français et qui vont faire des mobilités un petit peu ponctuelles, on va dire, chez des partenaires européens qui nous demandent aussi par habitude un peu la réciprocité, quoi. Donc, c'est un petit peu difficile. Je dirais que une des difficultés, c'est que ce programme-là, il n'est pas conçu sur la réciprocité avec les partenaires européens. Euh, et donc ça, on l'a construit différemment aussi, c'est-à-dire qu'on arrive à utiliser, à s'appuyer sur des mobilités de la France vers un autre pays et à l'intégrer à des projets de partenariat où là, en fait, on refait de la coopération différemment, c'est-à-dire que nous, on trouve nos financements de côté français et Erasmus, et le partenaire espagnol va faire de même de son côté. Mais c'est pas un projet de coopération européen à proprement parler. Encore une fois, c'est un petit peu technique, mais euh, c'est euh, c'est une autre façon de travailler. Après, je sais que les clés 1, avec un seul, voilà, je sais plus comment on appelle ça, il y a juste le partenaire français qui va faire une, deux, trois mobilités en Europe. C'est assez facile d'accès. Il n'y a pas besoin d'être forcément accrédité. C'est une entrée, une première entrée. Ok. On arrive bientôt à la fin. Merci beaucoup, Alizé, Hélène. Est-ce qu'il y a une dernière question, une envie de partager quelque chose? Sachant que la prochaine session, du coup, le 17 juillet, je vous renverrai les dates. Là, l'idée, c'est de pouvoir se mettre d'accord sur peut-être 1, 2 ou 3 sujets qui seront du coup qu'on va proposer aux autres Européens pour nourrir une session d'échange en ligne avec d'autres organisations européennes qui travaillent sur la question d'égalité, pour pouvoir avoir des discussions européennes sur certains sujets, peut-être quels sont les challenges que les uns et les autres identifient, quels seraient les besoins qui nécessiteraient de la coopération européenne et commencer par partager des regards aussi sur certains sujets. Mais si là, vous avez déjà aussi d'autres envies de sujets là, comme celui de la mutualisation, qui pourraient vous aider à vous projeter sur une dynamique de coopération et qui pourrait faire l'objet d'une session d'une heure ou d'une heure et demie, autour desquels on invite des acteurs, des actrices comme Hélène et Alizé, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou par mail, à me le faire remonter. Ou ça peut être aussi une session de présentation de projet Erasmus+, une session de présentation de l'appel coopération, ça peut être sur des questions de financement. Enfin voilà, c'est très large et en partant de vos besoins. Et sinon, peut-être on peut s'arrêter là. Et pareil, s'il y a des retours, des recommandations, des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. On s'arrête là. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci À beaucoup. bientôt. Merci Et à Hélène et Alizé. Merci on a Nathalie. on a fait une session SERV aussi, qui est un autre programme européen. Je vous ai envoyé le document technique. N'hésitez pas à les rencontrer parce qu'il y avait pas mal de structures qui sont dans ce réseau-là, qui finalement ont pris rendez-vous avec elles et ça a ouvert d'autres perspectives de financement. Et elles sont sur une période de creux là, donc avec des temps de rendez-vous. Donc n'hésitez pas à les solliciter aussi. Et À est-ce que bientôt. sur le webinaire, la SERV, il y a il a été enregistré? Lequel, pardon? Le webinaire SERV, il a été enregistré? Non, en fait, comme il y a certaines modalités des aides qui évoluent, elles ne souhaitent pas que ça soit enregistré. Mais par contre, elles se rendent vraiment disponibles pour des rendez-vous individuels. Ah, ok, super. Merci beaucoup. À bientôt. Bien vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.